Je salue tout d'abord le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Je salue tous les gens de cette chambre qui sont présents. Je vous salue particulièrement et vous remercie d'être ici. Mes collègues députés, vous savez, ils sont fort occupés. Je suis très touchée qu'ils aient trouvé un moment pour être ici aujourd'hui. Je salue également les nombreux représentants et représentantes du milieu de l'éducation qui ont bien voulu donc se déplacer et qui, ma foi, ont pensé qu'on avait peut-être quelques idées à partager ensemble aujourd'hui. Surtout, je suis ravie parce que je vais pouvoir partager avec vous vraiment ce qui est ma passion de toute ma vie, quel que soit le métier que j'ai exercé. L'éducation a toujours été au cœur de ce métier. Et je suis heureuse donc de vous en parler, de vous parler des enjeux que cela représente pour le Québec. Et peut-être aussi que ça se pourrait que quelquefois j'en profite pour nous bousculer un petit peu, parce que je pense que les défis sont tellement grands qu'il ne faut pas hésiter de temps en temps à se bousculer. Je vais commencer par vous raconter une anecdote qui se passait dans le cadre d'une conférence d'un grand sociologue français qui s'appelle Alain Touraine, et qui donnait une conférence à l'Université du Québec à Montréal et qui nous a posé la question suivante à l'assistance. Il disait « Je vous demande quelle est la plus grande révolution dans le monde ?» Alors les gens réfléchissaient, certains disaient « Est-ce que c'est la Révolution française? Est-ce que c'est la Révolution américaine ?» On cherchait une révolution historique. Il nous a laissé nous embourber quelque temps et finalement il a dit « La plus grande révolution au monde, c'est celle de l'éducation. » Et je pense qu'Alain Touraine avait profondément raison et cette phrase m'a toujours marquée et depuis je me dis que oui, effectivement, l'éducation, c'est la plus grande révolution. Si je vous dis donc que l'éducation, c'est la plus grande révolution qui soit, probablement vous allez me croire. Si je vous dis que l'éducation ouvre la voie à la liberté, qu'elle permet de comprendre, de choisir, qu'elle amène aussi son lot de bonheur. Si je vous dis que l'éducation ouvre la voie à la citoyenneté, qu'elle permet aux gens de s'engager dans des débats sociaux, de prendre leur place, vous allez me croire. Si je vous dis que l'État québécois ne peut pas exister si il n'y a pas de gens qui sont bien formés, si l'éducation n'est pas au cœur de son développement, probablement aussi vous allez me croire. Si je vous ajoute que l'éducation est un ingrédient absolument incontournable de développement des entreprises, si je vous dis que la qualité de la main-d'œuvre est essentielle, d'ailleurs, en passant, je n'ai jamais compris pourquoi on dit main-d'œuvre, parce que de plus en plus, c'est de tête qu'on a besoin. On a besoin de mains, mais on a besoin de tête, on a besoin de cerveau. Alors, quoi qu'il en soit, que l'on parle des cerveaux ou que l'on parle de la main-d'œuvre, on sait que c'est un ingrédient essentiel et qu'il faut investir dans ce qu'on appelle maintenant la matière grise. Si je vous dis que l'éducation, c'est encore le meilleur outil pour faire face à la concurrence, le monde entier est un vaste marché pour faire face à sa concurrence, l'éducation, c'est le meilleur ingrédient. Si je vous dis finalement que l'éducation, c'est et ce sera toujours à la base de notre développement comme peuple, vous allez me dire que j'ai raison et que ça valait peut-être pas la peine de venir simplement pour m'entendre vous rappeler cela. Mais je l'ai posé au départ parce que ce dont je viens de vous parler rapidement, c'est, je dirais, ce qui est fondamental, ce qui est aussi notre espoir et ce qui est également une nécessité. Mais si j'ajoute qu'il y a un quartier de mon comté qui compte 40% d'analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire de gens qui ne peuvent ni lire ni comprendre un texte simple. Si j'ajoute que le taux de décrochage scolaire en Montérégie est grave, selon les commissions scolaires, c'est variable parce que les populations ne sont pas les mêmes, mais c'est entre 20 et 33% des garçons qui décrochent avant la fin du secondaire et entre 10 et 23% des filles. Si j'ajoute que les jeunes de moins de 20 ans sont 28%
à ne pas avoir obtenu de diplôme, soit d'études secondaires ou d'études professionnelles, après 7 ans d'études secondaires. Et si par ailleurs j'ajoute, c'est un autre versant, c'est un autre volet de la réalité, et le problème c'est que ça ne va pas avec ce que je viens de vous dire, si j'ajoute qu'il y aura, et je sais que vous le savez, 700 000 emplois à pourvoir d'ici 2014. Le tiers parce que les entreprises vont être en expansion et les 2 tiers parce que des gens prendront leur retraite et qu'il faudra remplacer cette main-d'œuvre. Si je vous ajoute que plus précisément en Montérégie, c'est 138 000 emplois qui seront à pourvoir d'ici 2014. Et là-dessus, 67% provenant de gens qui prendront leur retraite. Ça, c'est chez nous, c'est ici, c'est à nos portes. Si j'ajoute également que dans les nouveaux emplois, il y en a 60% qui nécessiteront une formation technique, au moins de niveau technique, je veux dire de niveau collégial. Et si j'ajoute que l'on sait déjà que la pénurie de main-d'œuvre s'annonce catastrophique dans certains secteurs qui sont névralgiques, comme par exemple l'énergie, les technologies de l'information, la construction, le transport, la santé, je ne donne que quelques exemples, mais qui sont bien répertoriés. Et si j'ajoute que dans ce contexte, à l'évidence, un nombre grandissant d'adultes devront se perfectionner, devront compléter leur formation ou faire reconnaître des acquis, parce que s'ils veulent s'accomplir au plan professionnel et au plan personnel, ils n'en auront pas le choix. Si j'ajoute tout ça, et que je vous dis par ailleurs qu'il n'y a que 28% des adultes au Québec de 25 à 64 ans qui font des activités liées à leur formation. Ce qui est triste, c'est que dans l'ensemble du Canada, c'est 36%. Au Québec, c'est 28%. Et pourtant, vous avez vu le nombre d'emplois à pourvoir, vous avez vu les besoins que je viens d'évoquer rapidement. Si je vous dis ensuite que le taux de diplomation dans les cégeps, il est de 72% pour la formation préuniversitaire. Ce n'est pas mauvais, mais ça veut dire quand même qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas au bout. Mais ce qui est peut-être un peu plus problématique, c'est qu'il est de 62% au niveau technique. Et ça, ce sont des gens qui se sont inscrits parce qu'ils voulaient apprendre un métier et qui, pour un certain nombre de raisons, ne vont pas jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment triste. Parce que ceux-là, ils n'iront pas à l'université. Je ne sais pas où ils iront, mais ils ne seront pas là où ils auraient aimé être, là où ils rêvaient d'être quand ils sont entrés. Et je continue. J'ajoute que le taux de diplomation dans les universités, dans les plus récents chiffres qu'on a, il était environ de 67% pour l'ensemble des cycles. Là encore, il y en a un certain nombre qu'on échappe, si je peux dire. Et on en échappe encore plus au 3e cycle. Vous savez qu'au 3e cycle, on forme des chercheurs de haut niveau, mais on a besoin au Québec d'avoir des chercheurs de haut niveau, puisqu'on dit qu'on s'inscrit dans l'économie du savoir. Et donc, sur les 28 000 étudiants, c'est une cohorte, c'est une étude qui a été faite, mais sur les 28 000 étudiants qui étaient inscrits au doctorat dans les universités québécoises de 2000 à 2007, il n'y en a que le tiers qui ont eu leur diplôme. Les 2 tiers n'ont pas complété. Et ça, c'est une perte sèche pour le Québec. Et j'ajoute un dernier élément dans mon répertoire des difficultés. J'ajoute, et ce dernier élément, je le trouve malheureux, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a moins de 1% de la masse salariale des entreprises au Québec qui est réinjectée en formation de la main-d'œuvre. Et en cela, nous sommes très en retard par rapport à des pays développés comme l'Allemagne, comme le Japon, qui ont un pourcentage beaucoup plus important, de l'ordre de 4 à 5%. Donc là, il y a un retard, puis je vais vous en reparler. Donc, si je vous dis toutes les belles choses du début et que j'ajoute tous les éléments de réalité dure, puis je n'ai pas tout mis, mais j'en ai mis quand même quelques-uns qui font image, c'est clair qu'il y a un écart immense entre nos besoins, puis je dirais nos espoirs,
et la réalité. Alors, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est évidemment pas qu'on se déprime. Il fait assez mauvais dehors, je ne veux pas rajouter à la déprime collective. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de nous demander surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour rétrécir cet écart. Je ne voulais pas aujourd'hui essayer de commencer à expliquer les problèmes. Il y a des explications, il faut faire les analyses, mais moi aujourd'hui, je n'avais pas envie de vous expliquer les problèmes. J'ai envie de partager avec vous ce qui, à mon avis, pourrait être fait, ou tout au moins les zones dans lesquelles je crois que nous avons des choses à faire. Parce que, vous l'aurez compris dans le thème de mon allocution, l'éducation, oui, c'est un facteur de développement économique, social, personnel, incroyable. Mais aussi dans le thème, j'ai mis ces mots-ci, nous en sommes tous responsables. Et je ne souhaite pas que nous soyons des victimes qui nous demandons comment se fait-il que tel ou tel n'ait pas assumé leurs responsabilités. Je ne suis pas là en me disant il faut trouver des accusations, mais plutôt en essayant de voir y a-t-il des pistes intéressantes sur lesquelles on peut miser si nous sommes tous responsables. Alors, j'ai regroupé mes quelques idées en trois angles. J'ai 3 angles d'attaque, puis à travers ça, j'ai 9 idées un peu précises que je vais partager avec vous. Premier angle, l'alphabétisation. Je vous ai dit, il y a un quartier, et il y en a probablement d'autres qui ont des taux pas tellement meilleurs, où il y a 40% d'analphabètes fonctionnels dans le comté de Taillon. Et je suis sûre que dans d'autres comtés, on trouverait des choses semblables. Investir en alphabétisation lorsque c'est essentiel. Et là, je voudrais vous rappeler quelque chose que j'ai appris, que probablement plusieurs d'entre vous savez. Et moi, j'ai appris il y a quelque temps, au moment où l'usine Weston a eu ses grandes difficultés. Là, pour le moment, bon, on pense que les gens vont s'en tirer. Mais j'ai appris une chose que j'ai trouvée très belle. Au tournant des années 80, quand cette usine a dû se moderniser, parce qu'elle a dû changer complètement d'équipement, elle n'avait pas le choix, ou bien elle se modernisait carrément, ou bien elle fermait ses portes. On s'est rendu compte qu'un des écueils, c'est que la main-d'œuvre n'était pas qualifiée, ne serait-ce que pour lire les instructions sur les nouveaux équipements. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des cours d'alphabétisation aux employés dans la cafétéria. Et ils ont décidé sur place de les former. Et ils ont réussi. Et je trouve que c'est un exemple magnifique. Alors je ne dis pas que ça peut se transposer dans toutes les situations, mais je suis sûre qu'il y a des employés que nous avons dans nos entreprises qui n'ont pas les qualifications de lecture et d'écriture pour être capables de bien progresser dans leur emploi. J'en profite pour vous dire, et je salue les gens qui sont ici parce que je sais que les gens de la commission scolaire Marie-Victorin sont ici. J'en profite pour vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, dans lequel je suis investie depuis 2008, qui s'appelle Concertation Alphabétisation Longueuil. Nous avons regroupé dans un même groupe de travail, ça n'a pas été simple, mais ça s'est fait et ça fonctionne, à la fois les 4 groupes qui s'occupent d'alphabétisation dans l'agglomération de Longueuil et la commission scolaire Marie-Victorin. Un groupe de travail qui, en gros, a comme mission de faire un portrait de la situation, de développer de la concertation et surtout d'avoir des pistes d'action et d'intervention pour qu'on ne travaille pas chacun dans notre monde en disant « moi, ma clientèle, c'est celle-là, vous, votre clientèle, c'est celle-là », qu'on travaille ensemble pour être capable d'être complémentaires. Donc, investir en alphabétisation, à mon avis, première tâche. Mon autre angle, le deuxième, c'est le décrochage scolaire. Vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, qui est vraiment ce fléau qui nous frappe de plein fouet et qui est de plus en plus désolant. Et là-dessus, j'ai un certain nombre d'idées à partager avec vous. Je vous cite d'abord une phrase de M. Parizeau dans son dernier livre qui disait, en parlant du décrochage scolaire, « Ce gâchis qui se prolonge par un taux élevé de décrochage au cégep va compromettre l'avenir du Québec si une correction majeure, radicale, n'est pas apportée rapidement au système. » Et je le pense. Je continue, moi, vous le remarquerez, de parler de décrochage scolaire et non de persévérance. Pourquoi? Parce que je veux qu'on ait le problème en pleine figure. Je veux bien qu'on dise « travaillons à la persévérance », mais le problème que nous devons avoir en plein visage,
c'est celui du décrochage. Et c'est à ça qu'il faut être capable de remédier. Je n'ai pas de solution magique, mais j'ai quelques idées que je voudrais partager avec vous. Première idée, qui ne m'appartient pas, mais je la mets là parce que je la trouve essentielle, commencer dès la petite enfance. Vous avez peut-être vu, c'était vraiment très triste, une étude récente, elle date de quelques années, 2008 je crois. Elle avait été commandée par la Direction de la santé publique de Montréal, qui concluait que déjà sur l'île de Montréal, 35% des enfants entrant à la maternelle n'avaient pas les compétences requises, n'avaient pas la maturité scolaire pour être sûrs de réussir. 35% des petits-enfants sur l'île de Montréal. Entre vous et moi, ce n'est pas parce que le fleuve nous sépare qu'on est probablement à l'abri de ces difficultés-là. Puis c'est d'autant plus triste que ce n'est pas normal à la petite enfance de ne pas avoir envie d'apprendre. Je vous raconte une toute petite anecdote. C'est ma conversation il y a une dizaine de jours avec Marius, qui a 3 ans et demi. J'étais fatiguée de répondre à ces questions parce qu'il me disait tout le temps pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Alors moi, vraiment, à un moment donné, fatiguée, je lui dis « Pourquoi tu dis toujours pourquoi ?» Et le plus sérieusement du monde, il m'a répondu « Parce que je veux savoir ». J'ai trouvé que c'était vraiment brillant. C'était dit sans aucune, comme les enfants, très spontanément, sans aucune vantardise. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça qu'il faut cultiver. C'est qu'à 3 ans et demi, un enfant dise pourquoi, parce qu'il veut savoir. Donc, commencer dès la petite enfance. Autre idée par rapport au décrochage scolaire, vous l'avez évoqué, mais je vais insister un peu parce que je m'adresse à un auditoire de la Chambre de commerce en bonne partie. Je crois qu'il faut d'urgence que les entreprises s'engagent toutes dans ce qu'on appelle la certification études-travail. Il y a des exemples magnifiques qui existent au Québec et qui ont eu une incidence sur le décrochage scolaire. Il y a entre autres le groupe du CREPAS au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui fait des petits miracles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Des choses aussi concrètes que de s'engager avec les jeunes qu'on embauche à ajuster l'horaire de travail, par exemple à leurs études et en particulier à l'horaire des examens. Ça peut se faire. D'essayer de jumeler les intérêts professionnels des jeunes par rapport au milieu de travail dans lequel ils sont. Ça implique aussi d'être attentif à des signes de fatigue, des signes d'épuisement, des signes de démotivation. Et les entreprises qui font ça en font un véritable contrat. C'est un contrat moral qui est signe avec les jeunes. Il faut réussir à limiter le temps de travail des jeunes et que les milieux dans lesquels ils sont parce qu'ils ont besoin de gagner leurs études, les soutiennent. Je souhaiterais aussi qu'on hésite beaucoup à engager à plein temps des gens qui n'ont pas terminé leurs études. Dans des périodes où on manque de main-d'œuvre, c'est une grande tentation. Et pour les jeunes, c'est une grande tentation aussi d'avoir de l'argent, puis comme certains m'ont dit, une blonde puis un char. Ou un char et une blonde, je ne sais pas lequel vient d'abord, mais en tout cas, j'ai compris que les deux étaient importants. Et donc, si les jeunes sont tentés de décrocher parce qu'ils trouvent un travail, et si les employeurs sont tentés parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, bien là, il y a une perte. Alors, les jeunes, on peut travailler là-dessus, mais les employeurs, on sait très bien qu'à court terme, c'est peut-être bien, mais à moyen terme, c'est une erreur, parce qu'à moyen terme, on aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée qui aura été jusqu'au bout de ses études. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits à la Chambre de commerce de la Rive-Sud. M. Chadwick m'en parle régulièrement. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits ailleurs, mais je pense que ça n'est pas assez. Je pense que c'est encore marginal. C'est un peu encore comme si c'était optionnel. Je pense que c'est plus une option. On n'a pas le choix que de bien encadrer le travail étudiant. Et je crois que les entreprises ont un rôle majeur. Autre idée, toujours pour le décrochage scolaire, je vais vous le dire rapidement, mais je veux quand même que vous ayez notre position à ce moment-ci, même si je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité. Au Parti québécois, nous pensons qu'il faut maintenir des frais de scolarité qui soient le plus bas possible. Et que si on veut que les gens paient leur juste part, nous pensons qu'ils paieront leur juste part au moment où ils gagneront bien leur vie et qu'ils paieront des impôts
et qu'ils paieront des impôts qui pourront être réinjectés ensuite pour financer l'éducation au Québec. Nous préférons cela plutôt que de mettre un frein à l'accessibilité. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je le pose aussi. Je crois que malheureusement, on n'a pas le choix, avec les chiffres que je vous ai donnés, de s'assurer que les jeunes puissent aller au bout de leur formation et surtout qu'ils aient envie d'entrer à l'université. Je vous passe simplement rapidement comme idée quelque chose que nous avons développé au Parti québécois, qui sera probablement dans une prochaine plateforme électorale, l'idée de développer ce qu'on appelle le remboursement post-universitaire, c'est-à-dire l'idée que les jeunes puissent accéder aux études sans aucun frein et qu'ils ne commencent à rembourser leur dette d'études qu'à partir du moment où ils gagnent un salaire raisonnable, mettons de l'ordre de 30 000 $. Avant ça, ils n'auraient pas à rembourser. C'est une mesure sur laquelle on travaille très sérieusement et qui devrait à un moment donné être proposée, qui pourrait être utile. Nous préférons ça plutôt que hausser les frais de scolarité. Alors, j'ai parlé d'alphabétisation, de décrochage scolaire. Bien sûr, en quelques instants, je veux parler de formation continue parce que, vous l'avez vu, il y a là un enjeu, puis il y a un écueil, si on ne fait rien, qui est majeur. Formation continue, d'abord, il faut investir, ma foi, au moins 1%, idéalement plus, mais de masse salariale en formation continue. Il faut vraiment faire ça. Il y a une phrase que j'ai captée à un moment donné, vous savez, au moment de la grande crise financière où des entreprises étaient aux prises avec des grandes difficultés et se demandaient s'il fallait mettre à pied sa main-d'œuvre. Une toute petite phrase que je trouve très parlante qui dit « Il faut former plutôt que licencier ». Ça veut dire investir dans la suite des choses plutôt que fermer boutique. Bon. Donc, le 1%, j'y tiens absolument et je sais qu'au Parti québécois, là, mes collègues sont d'accord avec moi là-dessus. Autre chose, je vais le dire de façon rapide, fini les listes d'attente en formation continue dans les cégeps. Je vois les gens des cégeps ici, je vois mon directeur, comme je dis, de mon cégep, qui est le collège Édouard-Montpetit, dont on se targue de dire qu'il est le plus grand cégep francophone d'Amérique, sachant qu'évidemment, il n'y a de cégep qu'au Québec, alors ça réduit l'Amérique un peu. Mais ça ne réduit pas l'importance de ce collège. Donc, pourquoi je vous dis ça? Vous ne le savez peut-être pas, mais les cégeps ont des enveloppes fermées pour la formation continue. Chaque année, il y a des milliers d'adultes qui demandent des cours, qui n'ont pas accès à de la formation dont ils ont besoin pour leur emploi, parce qu'on dit qu'il n'y a plus de place, parce que l'enveloppe est fermée. Alors, fini ça. Je peux pour le moment simplement vous dire que c'est un souhait. Si jamais la vie nous change notre statut, on ira plus loin que simplement en parler. Vous me devinez peut-être à demi-mot. Autre chose, et ça c'est un de mes chevaux de bataille honnêtement depuis des années, travailler à développer de la fluidité entre les paliers d'enseignement. Ce qu'on appelle des passerelles. Passerelles entre, bien sûr, les collèges et les universités, mais ça a bonne presse, ça fait assez bien, ça se développe assez bien. Là où c'est plus difficile, c'est les passerelles entre les études professionnelles du secondaire et les études collégiales. Et il y a là quelque chose qu'il faut réussir. Il y a des pays dans le monde où il y a de la fluidité du début du parcours jusqu'à la fin. On peut très bien comprendre qu'un jeune décide de faire un métier quand il est au secondaire et qu'en cours de route, il se développe des talents et qu'il ait envie de continuer. Il ne faut pas que des programmes soient des cul-de-sac ou qu'on ne puisse pas reconnaître des acquis ou qu'à un moment donné, on dise non, c'est bloqué. Et si tu veux faire, par exemple, une technique dans tel domaine, il faut que tu recommences. Je crois que là, il y a un chantier majeur pour le Québec. Je suis sûre qu'on va en reparler dans les semaines et les mois qui viennent, mais moi, ça m'importe beaucoup. J'y vais rapidement pour terminer quand même dans des temps raisonnables. Il y a une chose, je crois, qui est gagnante, je la mets comme une idée aussi, c'est ce qu'on appelle le développement de cours d'entrepreneuriat dans les écoles. Il y a des écoles qui ont déjà des histoires de réussite de ce point de vue-là, mais c'est un petit peu comme les contrats d'engagement de jeunes, le contrat moral d'engagement de jeunes, c'est encore marginal, ça ne se fait pas partout, mais il y a lieu que dans les écoles se développent des cours d'entrepreneuriat qui donnent l'idée aux gens que cette formation qu'ils vont acquérir, ils vont l'acquérir ensuite tout au long de leur vie. Et puis, avant de conclure, une idée
qui est aussi une idée que nous avons développée au Parti québécois et qu'on devrait être capable d'articuler un petit peu mieux dans les prochains mois. Je vous la soumets. C'est l'idée d'avoir un compte individuel dédié à la formation. En 2 mots, ce que ça veut dire, c'est que chaque individu aurait, tout au long de sa vie, accès à une somme d'argent. Dans les pays où ça se fait, c'est financé en partie par les entreprises, en partie par l'État et parfois en partie par les personnes. Somme d'argent qui lui permet de se former dans les secteurs qui lui semblent pertinents par rapport à son métier. Et ce qui est intéressant, c'est que la somme est affectée à la personne, donc elle la transporte avec elle quand elle change de lieu. Quand elle change d'emploi, elle la transporte avec elle. Donc l'idée d'un compte individuel dédié à la formation, moi c'est quelque chose que je veux creuser parce qu'il faut des incitatifs si on veut que les chiffres un peu désolants que je vous ai montrés au début soient plus les mêmes d'ici quelques années. Je conclus en disant, c'est sûr que les défis sont immenses, mais il n'y a aucune raison que nous soyons pessimistes et que nous soyons craintifs par rapport à ces choses-là. Que nous soyons des élus à quelque palier que ce soit et de quelque allégeance que ce soit, que nous soyons des dirigeants de petites, de moyennes ou de grandes entreprises, que nous soyons des enseignants directement avec les élèves ou engagés dans les structures de l'éducation. Peu importe où nous sommes et qui nous sommes, c'est sûr que nous sommes responsables d'une partie de ce qui va se passer pour la suite des choses. Et je reviens à mon introduction. La véritable révolution, c'est l'éducation, c'est sûr. Et si on veut que le Québec s'en sorte et prenne sa place dans le monde pour les prochaines années, il faudra qu'il continue aussi sa lancée de révolution de l'éducation. Et ce qui est bien avec cette révolution, c'est qu'on n'y mettra jamais un terme. Elle ne sera jamais terminée. On aura toujours besoin, comme mon petit Marius de tout à l'heure, d'en vouloir plus, d'en savoir plus. Et je vous laisse finalement sur une phrase d'un sociologue du siècle dernier. Vous voyez, c'est pas récent, mais je pense que c'est très pertinent. Un sociologue qui s'appelle Michel Tardy et qui, a près d'un siècle, sur l'idée de vouloir toujours en savoir plus, disait ceci: l'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. Sur ce, bon appétit. Alors, je vous invite à rester ici à l'avant.